Salesforce est une opportunité au cours actuel. On va regarder ça ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Alors, on commence tout de suite avec le cours de Salesforce. On voit que on était à 366 $ au plus haut fin 2024. Ça s'est quand même bien craché. On a un petit peu rebondi, mais c'est pas franc comme rebond. Donc, on va regarder ce qui se passe au niveau du chiffre d'affaires. On a eu la publication du premier trimestre. Ils sont en exercice décalé. On se met la croissance en rythme annualisé. Donc à avril 2025, en rythme annualisé, on a la plus faible croissance depuis de nombreuses années, hein. Donc là, on commence à être mature sur Salesforce. Ça reste honorable, hein, comme niveau de croissance, 8%. C'est quand même pas mal. Il y a des petites acquisitions pour aider la croissance. Ça représente 10% de market cap, donc c'est quand même significatif. Bon, est-ce que la croissance va repartir ou est-ce qu'on va rester sur ce niveau-là? Mais en tout cas, on est très très loin de ce qui s'est fait par le passé. C'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Ça veut dire aussi que le marché est en phase de maturité et que du coup, Salesforce a bien conservé ses leaders, hein, donc ils ont bien une part de marché dominante, donc ils vont pouvoir monter leur rentabilité sans problème. Alors, les taux de marge, justement. C'est ce qu'on veut voir sur l'entreprise. Taux de marge en augmentation. Le taux de marge brut à 77%. Donc ça, évidemment, c'est un niveau logiciel, hein, donc ils sont en plus leaders du marché, donc ils peuvent fixer les prix comme ils veulent. Et puis, ils ont bien descendu la courbe d'expérience, donc ils ont les meilleurs coûts du marché. Taux de marge brut en augmentation. Le taux de marge d'EBITDA a monté plus vite, donc ça, c'est encore plus excellent. On est passé de 5,1% au début de période, hein, quand on n'était pas encore rentable, à maintenant 29,5. Donc très forte rentabilité opérationnelle, enfin un taux de marge d'EBITDA très élevé. Et le taux de marge net qui a bien suivi quand même. Donc on est à 16%, c'est très bon, hein. Taux de marge au niveau du luxe, hein, on va dire presque. Bon, c'est le logiciel, hein, les taux de marge de toute façon sont élevés. Donc excellent à ce niveau-là, on le savait. Salesforce, c'est très très bien géré. On regarde les conversion des bénéfices nets en free cash flow. Donc on a beaucoup plus de free cash flow que de bénéfices nets, mais attention, il y a un biais, il faut retraiter les stock-based compensation sur des free cash flow et ils sont encore élevés sur Salesforce. On a 8%, 8,4%. On aimerait que ça chute beaucoup plus parce que en plus, comme le logiciel maintenant, il est plus forcément en phase de super croissance, on pourrait arrêter de rémunérer les salariés, les développeurs en action. Enfin, en tout cas, on pourrait baisser cette rémunération. Bon, toujours est-il que les free cash flow sont bien plus élevés que les bénéfices nets. Si on regarde comment c'est obtenu, alors d'abord, est-ce qu'on est BFR négatif? Oui, et de plus en plus, ça c'est excellent. Ce sont les clients qui financent l'activité. Est-ce que cette variation du BFR est de plus en plus négatif? Oui, donc voilà, ce qu'on a vu, ça améliore beaucoup les cash flows opérationnels, évidemment, et à dépenses en capital constante, les free cash flow. On peut regarder maintenant dépréciation, amortissement, vs dépenses en capital. Voilà, on a plus de dépenses en capital. Moi, ça me semble logique, hein. Quand dans le logiciel, la dépense en capital, elle vient au début quand on est en hyper croissance. Et puis après, on va pouvoir baisser cette dépense en capital. Le logiciel, on va peut-être moins rajouter de features. On va faire plutôt des acquisitions pour essayer d'intégrer les boîtes, des nouveaux logiciels dans l'application. Donc ça passe plus par des dépenses en capital, ça passe par des dépenses, des acquisitions en fait. Donc non, logique que les dépréciations amortissements soient plus élevés que les CAPEX pour 20 milliards. Donc là, ça vous donne une bonne raison, enfin une bonne part des free cash flow. Et ensuite, si on a des other and cash items pour 55 milliards, donc là, il faut aller comprendre de quoi il s'agit. On n'a pas le détail dans ce chiffre, mais en tout cas, on sait qu'il est là. Donc, il faut aller dans le tableau de flux de trésorerie pour comprendre ce qui se passe. Pour valoriser Salesforce, on utilisera les free cash flow, mais il faut tenir compte du biais sur les stock-based compensation, donc à garder en tête. On va regarder maintenant la rentabilité opérationnelle. Alors, elle n'est pas fantastique sur Salesforce, je trouve. En medium, elle était à 3%. Maintenant, on est à 9%, donc elle est en train de monter en flèche, ça c'est excellent. Mais un ROIC de 9% sur du logiciel, c'est pas exceptionnel, hein. Quand vous regardez du Microsoft ou du Google, c'est bien plus élevé que ça. Bon, ce qui est rassurant, c'est que c'est en augmentation. Ça, c'est pas mal. Et en plus, comme la croissance organique est en train de baisser, bon, on va pouvoir s'autofinancer sans trop de problèmes et peut-être commencer à rendre du cash aux actionnaires. On va voir si c'est le cas. D'abord, un petit tour du côté de la dette. On les cash net sur Salesforce, donc ça c'est excellent. Parce que ça nous génère des frais d'intérêt, évidemment. Et hop, donc ça nous génère 2,750 milliards d'intérêts sur 10 ans, ça c'est bien. Et après, ce cash, il faut le rendre aux actionnaires ou l'utiliser pour faire des acquisitions. Il ne faut pas qu'il reste à dormir parce que oui, on touche un taux d'intérêt, mais c'est à peine l'inflation, donc c'est pas très intéressant pour un actionnaire. Il y a un peu d'opportunité. Est-ce que justement Salesforce rend le pognon
aux actionnaires. On regarde ça. Voilà. Alors hop, les actions, ici, on se met le rendement d'actionnaire, 3,3%, 3,4%, ce qui est pas mal. Mais pareil, hein, il faut tenir compte de la dilution potentielle, mais elle est retranscrite ici, hein. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a la dilution, donc ça, c'est l'effet de la rémunération en actions des salariés, mais ils rachètent des actions aussi depuis quelques années. Donc ça neutralise la dilution, c'est pas mal. Après, ils pourraient racheter peut-être plus fortement leurs actions, mais il faut regarder la valorisation, on va aller voir ça après. Au niveau du dividende, il y a un petit dividende qui est payé, donc il n'est pas exceptionnel, hein. On est peut-être sur, on va sortir la calculatrice, le rendement du dividende 1,550 000 hop, divisé par 250 et hop, 5, on est sur un dividende qui représente, pas grand-chose quoi, 0,6%. Le gros, la rémunération de l'actionnaire, ça vient des rachats d'actions. Ils pourraient monter largement leurs dividendes, hein, là, puisqu'on est à même 1/10 des free cash flow grosso modo. Donc là, bon, il y a aucun doute que le dividende va augmenter sur cette force. Un petit tour du côté de la valorisation, on va se mettre en price to free cash flow. Bon, on va regarder aussi, le price earning, parce qu'il y a un biais sur les price to free cash flow. Voilà, on est sur un niveau, on est à un multiple, bien plus bas que ce qui s'est fait par le passé, mais en même temps, la croissance était beaucoup plus élevée, hein, quand vous regardez. La croissance était bien plus élevée, avant, on va dire 2022 et ça a complètement chuté depuis, juillet 2022. Donc c'est normal que le multiple s'ajuste. Bon, bah, du coup, vous avez une action de qualité, quand même, à un multiple qui devient abordable. On peut regarder en price earning, combien ça se paye. Ça se paye toujours cher, hein, 42. Donc après, est-ce que, ils sont biaisés ces price earning? Je pense que oui, parce qu'il doit y avoir des dépenses en cash. Bon, donc à mon avis, il est pas pertinent ce multiple et si on se met en valeur entreprise sur EBITDA, on est à 20, c'est quand même très élevé. Bon, j'ai l'impression que quand même, la vérité se trouve au niveau des price to free cash flow. Il faut aller bien sûr retraiter tout ça et qu'on commence à être sur des multiples qui sont plutôt abordables sur une société de qualité qui va commencer à monter son dividende, tranquillement et qui a toujours un peu de croissance. Ce sera donc la conclusion de cette force. Moi, je pense que c'est pas pour du long terme, c'est pas un mauvais prix. Donc si vous êtes intéressé par l'action, vous mettez ça en watchlist, vous creusez de votre côté, vous faites votre propre analyse et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.